Aujourd'hui, nous sommes hyper dépendants des technologies externes. Et aussi, même avant d'être souverain, il faut aussi, à l'intérieur de nos pays, maîtriser la connectivité. Et avant même la connectivité, il faut de l'électricité. Donc, vous allez voir que c'est des piles. Il faut d'abord avoir une souveraineté en électricité, puis une souveraineté en connectivité. Il faut avoir aussi des équipements. Il faut avoir des personnes formées. Il faut avoir un gouvernement qui comprend les enjeux, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs piles qui recoupent ce concept. C'est pourquoi beaucoup d'experts même disent que on ne doit pas dire souveraineté numérique, mais on doit dire, par exemple, autonomie. Autonomie technologique, ainsi de suite. Mais moi, j'aime dire le concept souveraineté numérique, mais réfléchi. Maintenant, pour atteindre cela aussi, il faut de la cybersécurité parce qu'une fois que tu dis aux géants de la tech, je veux aller par moi-même, il y aura des répercussions. Il faudra protéger ton cyber-infrastructure. Il faudra identifier les organismes d'intérêt vitaux. Donc, ça veut dire que quelles sont ici au Sénégal les structures dont, si on les touche, automatiquement, on n'aura plus, on aura des problèmes. Ça veut dire qu'ici, aujourd'hui, on a la Sénélec, on a la SDE. Donc, c'est ça qu'on appelle des organismes d'intérêt vitaux. Ça veut dire que ces sociétés-là donnent vraiment quelque chose au pays. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'on les touche, on a un sérieux problème. Maintenant, on va voyager ensemble pour voir le Sénégal, qu'est-ce qu'il a fait en matière de cybersécurité, de cyberespace, de numérique. Donc, on sait que le Sénégal a des lois. On est des champions. On a des lois. On a la loi 25 janvier 2008 portant sur la cybersécurité, cybercriminalité et la protection des données. Cette loi a donné naissance à plusieurs entités, dont la CDP, la Commission de protection des données personnelles, puis a donné naissance à la division spéciale de cybercriminalité de la police nationale, a donné naissance à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité et beaucoup d'autres initiatives. Il y a la DCIC, donc la direction du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information, donc qui est, entre parenthèses, notre haute autorité de cybersécurité. On a aussi pas mal aujourd'hui d'initiatives cyber. Et ça, c'est grâce à cette loi du 25 janvier 2008. Et aussi à plusieurs choses qu'on a vues qui nous ont permis de pouvoir comprendre que la cybersécurité est un enjeu majeur, est un enjeu international. Après cela, nous avons constaté, ça c'est un constat, nous avons constaté qu'au Sénégal, beaucoup d'acteurs évoluent dans le domaine, mais on est dispersé. Et cette dispersion-là crée parfois des incompréhensions. Cette dispersion crée parfois des lenteurs dans les démarches cyber. Mais avec le New Deal, on parle d'interopérabilité de tous les services étatiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de voir comment hyper digitaliser le secteur public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je suis né en Tamba, à Tambacounda, mais je travaille à Dakar. Je veux avoir un extrait, je ne vais pas partir jusqu'en Tamba pour l'avoir. Ou un casier judiciaire, je ne vais pas partir jusqu'à là-bas. Je vais avoir mon accès à une plateforme sécurisée. Je vais télécharger tous les dossiers dont j'ai besoin. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir par rapport à cela. Et le new technologie aujourd'hui offre ces possibilités-là. Mais ce ne sera pas facile. Parce qu'aujourd'hui, un paysan qui ne maîtrise pas ces choses-là, qui sait seulement allô, allô, ou bien qui a un téléphone avec touche, comment il va faire pour avoir accès à ces informations-là? Donc, aujourd'hui, posons-nous toutes ces questions-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de mettre en place une stratégie et de penser que le Sénégal se limite à Dakar. Parce que beaucoup de gens le pensent, que le Sénégal se limite à Dakar. Non. On a besoin de déployer sur l'ensemble du territoire. Et pour le déployer sur l'ensemble du territoire, on doit réfléchir sur comment on doit toucher chaque catégorie de personnes. Une fois qu'on réussit cela, on va se rapprocher de la souveraineté. Maintenant, il y a la partie hyperdépendance des technologies. Comment gérer cela? On se pose la question. Comment on va dire que maintenant on va travailler avec Google? Maintenant, on va dire Google, venez, on va s'asseoir. Moi, c'est le concept que je vois par rapport à l'utilisation responsable des technologies. On appelle Google, on lui dit, on veut travailler avec vous, mais maintenant, on va changer de règle. Si vous installez et que vous voulez traiter nos données, il y aura un Sénégalais
qui va être là pour superviser, pour voir qu'est-ce que vous allez faire de nos données et comment vous allez utiliser nos données. S'il voit que vous êtes en train d'utiliser nos données de manière corrompue, nous allons bloquer nos données. Donc, ça, c'est des moyens de pouvoir gérer la souveraineté, mais de manière réfléchie. Et après la cybersécurité, nous savons que c'est l'ensemble des moyens techniques et non techniques qui permettent de protéger le cyberespace d'un pays, d'une organisation, d'un particulier. Et donc, à travers cela, nous avons vu que la cybersécurité a 5 objectifs. L'intégrité, la confidentialité, l'authentification, la non-répudiation et la disponibilité. Ça veut dire que la confidentialité va permettre, par exemple, nos échanges ne seront pas traités par une autre personne. 2, l'intégrité. Ça veut dire que même si la personne intercepte notre message, elle ne pourra pas altérer notre message. Après, nous avons l'authentification. Aujourd'hui, tout système qui se respecte doit être l'objet d'un login et d'un mot de passe. Et au-delà, maintenant, on parle d'authentification, tout facteur et même biométrique. Le président l'a même rappelé, parce que maintenant, on va aller vers l'identité numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Sall, au lieu qu'on puisse avoir tous nos numéros là qu'on a, on ne peut plus retenir. Les numéros de carte d'identité sont différents des numéros de permis, c'est différent même de nos numéros de dossiers hôpitaux, etc. Non, on va avoir qu'un seul numéro, et c'est ce numéro-là qui va regrouper l'ensemble de nos papiers. Par exemple, c'est ça qu'on appelle l'identité numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on tape ce numéro, on va voir nos dossiers académiques, on va voir notre civilité, on va voir tout ce qui concerne nos dossiers médicaux, etc. Mais pour ça, vous savez que si on veut mettre tous les œufs dans un même panier, on va les protéger. Et comment le protéger? C'est pourquoi le président même en parle de l'identité numérique. Et ça, la cybersécurité a des moyens de pouvoir le mettre, avec l'IAM, l'Identity Access Management. Maintenant, après cela, nous avons la non-répudiation. La cybersécurité a réfléchi sur un moyen parce que parfois, on peut accuser une personne d'un fait alors que la personne n'a pas fait l'affaire. Donc, il faut que la personne puisse prouver que c'est elle, mais aussi c'est vice-versa, qu'on puisse prouver que la personne est l'auteur de ces faits. Après cela, nous avons la disponibilité. C'est quoi la disponibilité? C'est le fait de pouvoir rendre un système informatique disponible 7 jours sur 7, chaque mois et chaque année. Donc, ça veut dire qu'on doit limiter les pertes de données. Mais la cybersécurité ne se limite pas à ça. Il dit qu'on a mis en place des objectifs, mais ces objectifs-là doivent être soutenus par des piliers. Et ces piliers-là, on a la sécurité physique, la sécurité logique, la sécurité communicationnelle, la sécurité juridique et la sécurité humaine. Donc aussi, on a 5 piliers. Et ces 5 piliers aussi, chacun gère sa responsabilité. Vous avez vu? Donc, chacun gère sa responsabilité. Maintenant, par rapport à cela, quand on parle de sécurité physique, c'est quoi? C'est le fait de gérer un système d'information de manière physique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre des ordinateurs quelque part et les laisser à l'air libre. Il faut le protéger. Donc, le bâtiment doit être protégé. Et après, on dit, au-delà de cela, il y a la sécurité logique. Ça veut dire que même ces ordinateurs-là, il faut les protéger sur Internet, en ligne. Après, on a la sécurité communicationnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est là, on est en train de parler. Toutes les personnes qui ne sont pas autorisées à entrer dans ce lien-là ne pourront pas savoir ce qu'on est en train de dire. Et après, nous avons aussi la sécurité juridique. Ça veut dire qu'on doit connaître les textes et règlements qui permettent de pouvoir connaître ce qu'on doit faire dans le cyberespace ou non. Puis, enfin, on a la sécurité humaine. L'homme doit être formé, l'homme doit être accompagné et l'homme doit être sensibilisé. Parce qu'aujourd'hui, si nous, les techniciens, on pense que c'est entre nous seulement la cybersécurité, c'est qu'on ne comprend rien à la cybersécurité. Parce que la cybersécurité est une affaire de tous. Ça veut dire que du petit marchand, du vigile ou de notre personne, une personne qui n'est jamais allée à l'école, tout le monde est concerné par la cybersécurité. C'est pourquoi la cybersécurité est une affaire de tous. Et l'être humain occupe le cœur de cette organisation. Donc voilà en gros de manière avancée ce que j'avais à dire. Maintenant, on va continuer la session surtout avec les questions et réponses. Et ça va permettre vraiment de pouvoir mieux avancer dans ce cadre-là. Et vraiment, merci beaucoup pour cette opportunité.
Merci beaucoup pour cette opportunité et merci également pour cette brillante intervention qui donne également beaucoup d'idées et plus de perception sur le monde de la cybersécurité que nous méprisons. Il y a certains, je peux dire entre guillemets, qui étaient un tout petit peu sur les barrages de la cybersécurité et ça va nous permettre d'avoir une autre idée par rapport à ce sujet-là. Merci énormément pour votre intervention. Maintenant, est-ce que le Sénégal a des perspectives actuellement en cours pour mettre en place cette digitalisation que vous avez soulevée tout à l'heure concernant l'identité numérique? Pour ceux qui sont en Europe, connaissent quelque chose là-dessus par rapport à, il y a, en France, il y a France Connect, il y a Biotech en Belgique, il y a Aeltech en Allemagne, ainsi de suite. Donc, pour cette, je peux dire, ce système-là, est-ce qu'on peut avoir un système pareil? Est-ce qu'on peut déployer ce même système-là? Est-ce que le Sénégal est prêt à accueillir je peux dire que cette façon-là, ce système-là qu'on a vu dans certains pays? Est-ce que le Sénégal a des perspectives, a des projections pour épouser ces types de systèmes-là? C'est une question très intéressante et je vais répondre directement en disant pour l'instant non. Pourquoi? Je pense à l'entame, je l'avais dit. Si on veut aller vers quelque chose, il faut d'abord faire un diagnostic. Et aujourd'hui, le diagnostic, je l'avais fait par rapport à l'état des lieux. Aujourd'hui, certes, l'État du Sénégal a fait beaucoup de choses dans le domaine cyber, mais il reste beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, à l'intérieur du Sénégal, pour les gens qui ont eu la chance d'y aller, ils vont voir en fait que presque la vie après Djamnyadjo et même après Thiès, les autres zones commencent à avoir des problèmes d'électricité. Déjà, l'électricité. Vous allez voir que vous allez être dans une zone où ce sera totalement noir. C'est seulement les maisons qui sont éclairées. Donc, moi, je pense, récemment, j'ai eu à aller dans les villages serrés, mais j'ai vu en fait l'environnement, comment ça se tient. Maintenant, face à cela, aujourd'hui, l'État d'abord a des défis, à savoir une électrification massive de toutes les localités. Et une fois qu'on a cela, il faut aussi former ces personnes qui sont là-bas, il faut les former. Et après, il faut avoir de la connectivité. Aujourd'hui, que ce soit les fournisseurs d'accès Internet, ils doivent aider à mettre une connectivité 360 sur l'étendue du territoire. Et après, une fois qu'on a cela, le gouvernement, en même temps, doit mettre en place cette interopérabilité et ces plateformes d'échange qui vont permettre aux populations de pouvoir gérer calmement leur dossier administratif sans vraiment avoir beaucoup de problèmes. Voilà. Parce qu'ici au Sénégal, on sait que dès qu'on a besoin d'un dossier administratif, c'est tout un parcours. Ça devient compliqué. Moi, rien que pour chercher certains papiers, je me dis, vous, ça va être aujourd'hui, je libère toute ma journée. Alors que tel n'est pas le cas. Dans certains pays, aujourd'hui, je vais donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. J'ai vu que récemment, ils ont sorti maintenant les cartes d'identité en ligne. Ça veut dire que maintenant, vous avez la possibilité de gérer tous vos documents en ligne. Et ça, c'est une grande avancée. Donc, mais il ne suffit pas seulement de mettre en place une technologie ou un système, il faut aussi que la population puisse l'utiliser et puisse suivre par rapport à cela. Et par rapport à la première question même, je dirais que actuellement, cette vision-là est soutenue par le New Deal technologie, qui est maintenant la nouvelle stratégie numérique du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette pertinente réponse. Nous vous en remercions énormément par rapport à ça. Ça nous donne également une autre perception du monde du numérique. Nous avons le président du pôle sciences et technologies. On va faire une petite transition vers ce pôle-là. Monsieur Baldé, nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez avancer dans ce webinaire pour ensuite continuer l'interaction avec l'invité. Je pense qu'il est bien arrivé chez lui, il était dans les transports. On sait tous, les transports actuellement, c'est un peu difficile.
Donc, Monsieur Baldé, vous avez la parole si vous êtes avec nous. Oui, bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien déjà. Bienvenue dans la ville parisienne. Oui, on vous entend. Là, c'est bon. J'espère que oui, vous nous entendez également. Oui, oui, je vous entends. Alors, merci beaucoup, Massala, et je présente mes excuses à tout le panel pour le retard accusé. Donc, j'écoutais attentivement, j'étais dans les transports. Donc, je suis Moussa Baldé, je suis ingénieur de formation et par ailleurs, comme Massal et Claude l'ont dit, je suis le président de, de la commission du pôle sciences et technologies de l'île Sénégal. Donc, juste pour vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on présente aujourd'hui ce webinaire qui est organisé par l'organisation Les Élites Sénégalaises, qui a déjà été présenté par coordinateur Mbaye, et spécialement par le pôle sciences et technologies autour du thème souveraineté numérique et réfléchie et cybersécurité en Afrique. Donc, je pense que M. Dacosta a déjà avancé un certain nombre d'arguments en faveur de ce thème-là et comme voilà, nous avons tous pu le constater, c'est un sujet capital. Donc, nous vivons actuellement dans un monde où le numérique n'est plus une option, c'est vraiment une nécessité pour tous les pays parce que toutes nos données, nos communications, nos infrastructures critiques et même nos économies, même on va dire, sont en tout cas interconnectées à ces systèmes de données. Donc c'est pourquoi ce thème en particulier ça va être un thème capital qui est également un sujet d'actualité partout. Donc il y a déjà une partie qui a été déjà présentée par M. Dacosta. Donc je remercie également M. Dacosta pour d'avoir bien voulu accepter d'animer ce panel. Et voilà, je passe la parole maintenant aux autres. Si vous avez également des questions éventuelles à adresser à M. Dacosta. Donc pour ma part, je pense que la question essentielle que je vais poser à M. Dacosta, c'est surtout par rapport à la sécurité. Donc, comme vous le savez, la bataille actuellement, d'un point de vue mondial, c'est plutôt une bataille technologique. Donc, on a tous entendu parler de ChatGPT aux États-Unis et de DeepSeek en Chine. Donc, il y a cette concurrence-là au niveau des données de surveillance qui se pose. Monsieur Balde, je vous entends mal, Monsieur Balde. Ok, bon, je vais essayer de... Alors, c'est mieux maintenant ou pas? Là, c'est bon. C'est mieux, voilà. Donc, je disais que la question que je voudrais adresser à M. Dacosta, c'est surtout par rapport à la sécurité des données. Donc, comme on a tous pu le constater actuellement, donc la bataille, elle se mène sur tous les fronts actuellement, mais spécialement sur le front technologique. Donc, on a tous vu l'arrivée de ChatGPT introduit par les États-Unis, mais également de DeepSeek qui a été développé en Chine. Donc, aujourd'hui, la question que je vais poser à M. Dacosta, c'est surtout par rapport à la souveraineté de données en tant que continent au niveau de l'Afrique et quelle est la sensibilité en fait de ces données-là par rapport à notre processus de développement actuel. Merci. C'est une question très importante. Cette question-là, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une question qui est mitigée. Pourquoi? Parce que, comme on le dit, par rapport à ces technologies de l'intelligence artificielle, nous, on ne l'a pas développée, mais les peuples africains l'utilisent. Et parfois, les gens mettent des données sensibles. C'est pourquoi il faut qu'on tourne vers nos propres solutions d'IA. Mais même si on ne tourne pas vers nos propres solutions d'IA, il faut éduquer
les personnes à l'utilisation abusive de cette IA. Aujourd'hui, vous voyez des personnes qui sont en entreprise, qui prennent des documents confidentiels et qui le mettent là-bas, dans le but d'avoir des réponses, parce qu'ils disent qu'avec l'IA, c'est beaucoup plus rapide. Alors qu'aujourd'hui, l'IA traite et collecte ces données-là. Mais beaucoup plus loin, parfois, est-ce qu'on a le choix? Posons-nous cette question-là. Je vais donner l'exemple de WhatsApp. WhatsApp, aujourd'hui, nous a imposé son IA en arrière-plan, Meta AI. Donc, aujourd'hui, est-ce que qui d'entre vous peut refuser ou non d'avoir cette IA-là? Non. Alors que dans les pays européens, avec la réglementation sur la protection des données personnelles, le RGPD, ils ont pu mettre la main mise jusqu'à Meta a dû donner l'option à ces peuples-là d'accepter ou non. Mais nous, on ne peut pas. Nous, on consomme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui peut me dire avec certitude, moi-même, je ne peux pas vous le dire, qu'est-ce que ce IA-là fait de nos données? Est-ce qu'il va vérifier nos conversations? Est-ce qu'il va vérifier tout ce qu'on dit, nos vidéos, etc.? Je ne sais pas. Parce que la technologie ne nous appartient pas. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question. Je vais donner le cas de la Chine. Eux, ils ont leur propre WhatsApp, c'est WeChat. Ils l'utilisent. Et donc, s'ils sont à l'étranger, qu'ils vont utiliser WhatsApp, etc. Mais à l'intérieur de leur pays, ils utilisent WeChat. Et même en dehors du pays, ils vont gérer le WeChat entre eux. Maintenant, s'ils ont des amis externes, ils vont installer ces solutions-là et pouvoir utiliser. Mais nous aussi, nous, en Afrique, même il y a combien d'ingénieurs qui ont développé des solutions de chat, mais on ne l'a pas utilisé parce que l'Africain sous-estime son partenaire africain. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous créez une solution de chat, mais aujourd'hui, les gens ne vont pas l'utiliser. Ils préfèrent utiliser les solutions occidentales ou autres. Alors qu'aujourd'hui, les pays asiatiques, moi, j'aime prendre un exemple sur eux. Ils consomment. Aujourd'hui, le Chinois consomme chinois. Même ici, on regarde au Sénégal. Parfois, même les gens se posent la question, est-ce que ces Chinois-là mangent? Parce que quand ils viennent ici, ils vivent avec le strict minimum. Et ils font tout pour que leur type d'alimentation vienne jusqu'au pays. Et c'est avec ça qu'ils vont vivre. Ils vont presque ne pas consommer. C'est pourquoi on dit que le Chinois, quand il part dans un pays, il va tuer l'économie de ce pays. Parce qu'ils ne vont pas consommer la solution locale. Ils vont seulement se limiter sur eux, leur propre solution. Et donc, l'Afrique doit commencer à se poser la question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle posture on doit avoir pour pouvoir atteindre cette souveraineté? En tout cas, il y a beaucoup à faire. Et parfois même, je l'ajoute, on parle de souveraineté numérique. Mais avant cela même, il faut souveraineté alimentaire. Quand quelqu'un a faim, est-ce qu'il pourra même manipuler ou réfléchir? Non. Il va penser à comment compenser sa faim. Donc, toutes ces données-là sont regroupées et aujourd'hui, nous avons tellement de questions en Afrique qu'aujourd'hui, on peut même passer des jours et des jours à se poser des questions, à essayer de trouver des réponses. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire et j'espère que ça a été une réponse très satisfaisante parce que c'est riche en informations et tout. Nous allons juste rebondir pour savoir, nous constatons actuellement l'impact économique sur l'agriculture avec aussi la révolution qu'on peut noter. Nous avons vu des drones impliqués qui s'impliquent aussi dans l'agriculture. Actuellement, comment on peut collecter ces données-là au service de l'agriculture? Vous l'avez souligné tout à l'heure, l'autosuffisance, parce que si on est en fait atteint de la famine ou bien si on a faim, on ne peut pas manipuler, on ne peut pas utiliser des données, on ne peut pas parler de cybersécurité et aussi ainsi de suite. Comment ces données-là peuvent être au service, comment le numérique peut être au service de l'agriculture actuellement? Parce que quand on parle de révolution, on parle également de la digitalisation, on parle de pas mal de choses, des drones, de télépilotage et tout.
comment on peut s'en servir pour le bien de l'agriculture actuellement pour que ça puisse être favorable, vu que 85% d'après certains rapports de nos économies viennent de l'agriculture. Donc, comment en fait on peut faire cette symbiose-là pour mettre à la disposition de l'agriculture nos compétences qu'on a sur le numérique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main. Je crois qu'il peut intervenir. Mais avant qu'il ne réponde, aujourd'hui, il faut savoir que le numérique peut aider sur beaucoup de questions. Parce que le numérique égale rapidité. Le numérique égale transparence. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui beaucoup de services publics ne veulent pas numériser ou digitaliser leur acquis? C'est parce qu'aujourd'hui, tout sera transparent. Le numérique peut aider à la transformation. Surtout, par exemple, je peux prendre l'IA. Aujourd'hui, l'IA peut aider à l'agriculteur à pouvoir savoir comment rendre ses terres fertiles, comment proposer un bon rendement, comment faire ceci, comment faire cela, avec des analyses précises, avec des drones qui vont venir cartographier ces terres avec des rayons, lui dire ces terres, quels sont les fruits, quels sont les types de traitements qu'ils vont utiliser. Pas mal de choses qu'on peut faire avec l'IA. Et l'IA même peut être un accélérateur. Comment? Parce qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser, on parle de domaine agricole, mais on peut l'utiliser dans le commerce, dans l'éducation, partout. Et ça peut aider même l'Afrique. Mais quand je parle d'IA, pas une IA importée, mais une IA africaine. Par exemple, qu'on donne la chance à des jeunes Sénégalais de pouvoir mettre en place une IA, même si ça prend du temps pour développer l'IA, mais au moins ce sera une IA africaine. C'est des Africains qui l'ont développée. Parce qu'aujourd'hui, un Asiatique, quand il développe une IA, c'est un Asiatique d'abord, il va penser en tant qu'Asiatique. Un Européen, quand il va développer son IA, c'est la même chose. Un Américain, même chose, ils vont penser en tant qu'Américain. Donc ça veut dire que nous, aujourd'hui, dès qu'on utilise ces technologies-là, il y a toujours un espacement, il y a toujours une petite différence. C'est pourquoi il faut toujours que nous aussi, on ait nos propres technologies sur certaines questions. Et sur l'IA, on doit avoir une IA sénégalaise, une IA africaine qui vont nous permettre de pouvoir réaliser et répondre à pas mal de questions. Merci infiniment pour cette réponse si satisfaisante. Nous avons vu une main levée actuellement avant de passer à l'étape suivante. Monsieur Diamanka, j'espère que vous voulez intervenir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Voilà, moi c'est Yaya Diamanka, étudiant en sécurité, en système et réseau des systèmes sécurité. Je veux dire, je suis étudiant en système et réseau des réseaux informatiques. Donc, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, ma question serait vraiment comment pouvons-nous construire donc une cybersécurité vraiment robuste sans pour autant avoir la capacité d'héberger nos données sur notre territoire, sur notre propre territoire. Donc, la seconde sera voilà, comme notre conférencier l'a dit, la sécurité ne se limite pas donc sur les outils. Donc, l'effort humain est nécessaire. Donc, pour cela, il faudra vraiment sensibiliser donc, la population sur les enjeux de cybersécurité. Yeah, est-ce que tu peux répéter ta question? Je l'ai raté. Donc voilà, excusez-moi. Donc je veux juste savoir, par exemple, comment pourrait-on vraiment avoir une cybersécurité qui est vraiment affirmée sans avoir notre capacité d'héberger massivement nos données sur notre propre sol? Par exemple, on sait que la plupart de nos données sont stockées à l'extérieur, dans d'autres pays comme en Amérique et pas ici au Sénégal. Par exemple, on n'a pas nos propres data centers, on n'a pas nos propres serveurs parce que
Voilà quoi. Ok, tu as raison. Hein. En fait, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, hein, pour l'instant, c'est pourquoi en fait le terme de souveraineté numérique existe. Ça veut dire que les pays africains ont pris conscience qu'il est temps qu'on puisse avoir nos propres données dans notre propre territoire, qu'on puisse gérer nos données, ainsi de suite. C'est pourquoi c'est un long processus. Et c'est pourquoi même je parle de souveraineté numérique réfléchie. On ne dit pas qu'on ne va pas utiliser ces technologies-là. On peut les utiliser tout en gardant le contrôle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Google peut venir mettre en place son data center au Sénégal, mais il ne va pas nommer un directeur européen. Peut-être il va nommer un directeur adjoint européen, mais le DG sera sénégalais. En fait, on va les imposer cela dans le contrat. Et aussi, tous les chefs de service seront des Sénégalais. Ça veut dire qu'ils auront la capacité de pouvoir décider directement sur le cours des données. Et c'est ça, parce que quand tu es directeur, ça veut dire que tu as directement accès à l'information. Et c'est ça, c'est ce moyen-là qu'on va pouvoir travailler. Je pense qu'il y a un pays qui l'a fait actuellement en imposant que maintenant tous les entreprises multinationales qui seront implémentées dans le pays doivent nommer des directeurs locaux et ne pas nommer des directeurs européens ou d'autres directeurs occidentaux, etc. Et ça, c'est de la souveraineté. C'est un moyen aussi de travailler avec ces entreprises internationales tout en gardant le contrôle. Mais ce n'est pas une chose facile pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, les GAFAM travaillent avec les gouvernements et derrière même, ils peuvent même influer sur le budget. Ils peuvent dire, par exemple, je peux donner l'exemple, un exemple tout bête. Je peux donner un exemple tout bête. L'exemple tout... Donc, un exemple, je vais donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, par exemple, Google peut aller dire, le Sénégal peut mettre des bâtons dans les roues de Google. Et Google peut aller dire à l'État, aux États-Unis, parce que c'est une entreprise américaine, et dire par exemple à Trump, maintenant les fonds que tu alloues au Sénégal, il faut les mettre la pression en les disant qu'ils doivent laisser que nous fassions ce qu'on veut. Vous avez vu? Et maintenant Trump, derrière, peut jouer sur cette carte-là. Donc c'est des exemples qui sont là, des exemples de contraintes financières, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand les pays occidentaux et les autres pays nous aident, ils mettent derrière des clauses. Par exemple, vous nous laissez faire ça, vous nous laissez faire ça, etc. Si vous voulez qu'on vous donne de l'argent. L'aide n'est pas gratuite. Toujours derrière, il y a des clauses même que la population ignore. Et vraiment, je dis, le combat de la souveraineté ne se limite pas seulement à toujours, comment je peux le dire, le combat de la souveraineté ne se limite pas seulement à gérer des données, etc. Mais il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs choses à faire. Merci beaucoup infiniment, M. Gérard Dacosta, pour ces réponses pertinentes. Je pense que, M. Diamanka, vous avez toujours levé la main. Vous avez des contributions à faire? Ah, c'était la main levée. Donc, si il n'y a pas d'autres interventions, est-ce qu'il y a... Oui, je vois Madame Sis Ndaifatou qui a levé la main et aussi Monsieur Bangalore. Je sais, Ben Zeloun, oui, je pense que j'ai bien prononcé, désolé si ce n'est pas le cas. Nous allons donner la parole à Madame Sis Ndaifatou, honneur aux femmes. Et pour juste un petit rappel, il y a le deuxième lien qui est au niveau du chat. Pour le premier, il nous reste juste 10 minutes si je ne me trompe pas. Après, on va se reconnecter juste sur le deuxième pour la deuxième partie. Donc, Madame Sis, vous avez la parole. Merci, Massal. Et merci aussi, M. Dacosta, pour votre présentation très instructive. Bon, ma question, c'est plutôt à la cybersécurité, parce qu'on a vu récemment, par exemple, l'État du Sénégal qui veut vraiment entrer dans le monde numérique. Et aussi sur la page officielle du ministère de la Santé et de l'Action sociale, voilà, qui veulent basculer sur le côté numérique. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que la transformation numérique du système de santé sénégalais, pensez-vous qu'opter pour une architecture centralisée avec une seule plateforme nationale
est une stratégie prudente, surtout au regard des risques de cybersécurité et des défis de couverture sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Ok, très bonne question. Aujourd'hui, les défis sont énormes. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à... C'est des questions aujourd'hui, parfois même qui touchent d'autres philosophies. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui peinent pour régler leurs documents. Comme je l'ai dit parfois, c'est un grand parcours pour régler ces documents. Maintenant, l'interopérabilité, je vais donner l'exemple. Actuellement, UEMOA a même mis l'interopérabilité des banques à travers une application qui va réunir toutes ces banques-là. Mais derrière, il y a l'augmentation du périmètre d'attaque. Ça veut dire qu'une banque qui sera menacée peut peut-être menacer les autres banques. Mais il faudra mettre des garde-fous, il faudra mettre des techniques de sécurité, il faudra vraiment hyper sécuriser l'environnement. Et c'est la même chose. En matière de cybersécurité, ce n'est pas conseillé de mettre tous les œufs dans un panier, mais il y a des exceptions. Et ces exceptions-là, c'est le fait de pouvoir rendre interopérables ces services, et on dit certains services de l'État. Et comme tu l'as dit, les données de santé, moi je suis tout à fait d'accord. On peut essayer de le mettre, mais peut-être réfléchir comment on peut essayer d'y accéder que strictement en cas de besoin et de ne pas accéder d'une manière facile. Mais au moins, de le rendre disponible sur la plateforme, mais on peut le cacher en fait. Donc ça, on peut le faire avec des systèmes de cryptage, des systèmes de chiffrement, donc le rendre vraiment secret de telle sorte que si une personne rentre sans autorisation, il ne va pas pouvoir lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de solutions à mettre. Mais aujourd'hui, je pense que la question de pouvoir mettre tous les œufs dans un même panier, c'est une demande nationale parce que je donne l'exemple toujours des casiers judiciaires. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas né à Dakar et que vous travaillez à Dakar, si vous avez besoin de casier judiciaire, vous êtes obligé d'aller chercher dans la région où vous êtes né. Et ça, c'est fatigant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez des problèmes ou si vous avez certaines choses, ça va être... Mais ça veut dire qu'on a besoin de plus de vigilance. Ça veut dire qu'on devra avoir plus de rigueur. Et je vais donner l'exemple de Singapour et de l'Estonie. Donc, on parle de World of Nations. Ça veut dire qu'ensemble pour la nation. Donc, ils ont essayé de pouvoir mettre en place certains services qui vont permettre de pouvoir gérer de manière digitale. Mais les questions sont mitigées parce que même en Europe, on voit des personnes qu'on vole leurs données, leur identité, et ces personnes-là se retrouvent d'un jour ou l'autre pauvres, ils perdent tous leurs biens parce qu'une personne a pris leurs données, leur identité. Il y aura toujours des facteurs risques, mais c'est à nous vraiment de gérer et d'adapter certaines situations par rapport à nos réalités. Merci. D'adapter ces systèmes à nos réalités. Merci beaucoup, Monsieur Dacosta, pour cette brillante réponse également qui met en lumière nos interrogations et aussi voilà les lueurs que nous avons. Nous avons vu aussi Monsieur Ben Galoun, mais là, il nous reste 2 minutes. On va se connecter sur le deuxième lien. Nous l'avons partagé au niveau du chat. On peut se connecter pour continuer la deuxième partie avant que ça s'interrompe directement. D'accord, on se connecte là-bas. Vous l'avez sur le chat.
activer les deux, il peut quitter l'autre lien une bonne fois. Je pense qu'on peut continuer, hein, et après vous pouvez donner la parole à M. Algor Benjamin. Oui, exactement. Nous pouvons continuer. Je pense que les autres vont rejoindre. Ils ont reçu la notification. Merci beaucoup, Monsieur Gérard. Et là, nous allons passer à pour la deuxième intervention, au prochain intervenant. Monsieur Ben Galoun, Monsieur Algor, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir. Donc, merci encore de nous avoir gratifié vraiment de ce webinaire. Et je crois qu'il y a plusieurs questions qui ont été soulevées en ce qui concerne la cybersécurité. Donc, je ne vais pas aborder dans ce sens. Je crois que tantôt, tu as soulevé un point important qui est en ce qui concerne l'électricité. Je crois que qui est un point vraiment très important et crucial. Je ne sais pas, est-ce que dans certaines entreprises au niveau du Sénégal, est-ce qu'ils utilisent les green box, c'est-à-dire que les hydro, en ce qui concerne l'électricité, c'est vrai qu'il y a une solution. Donc, il y a le solaire, donc il y a les groupes électrogènes, il y a beaucoup de moyens qu'on peut mettre en place en ce qui concerne l'électricité. Mais par rapport à la gestion, est-ce qu'au niveau de certaines entreprises, ils utilisent des green box? Donc, c'était ça ma question et merci encore. Je reste là à vous écouter et à apprendre de vous. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Agor. Nous allons donner la parole à M. Dacosta Gérard pour apporter une réponse. Ça coupe un peu, tu vois, comme je suis sur mon 3G. D'accord, merci à vous. Ah, d'accord. En fait, d'abord, c'est juste pour te féliciter en ce qui concerne donc, ce webinaire qui est vraiment à sa portée. Moi, je ne vais pas aborder le domaine de la sécurité, donc, mais plutôt le domaine de l'électricité que tu as parlé tantôt. Donc, je pose la question, est-ce que dans certaines entreprises au niveau du Sénégal, est-ce qu'ils utilisent ce qu'on appelle les green box, c'est-à-dire que les hydro, en ce qui concerne la gestion de l'électricité? Je sais qu'avec le problème de l'électricité, donc, il y a des mesures alternatives. Donc, bien vrai qu'il y a la Sénélec, mais aussi il y a le solaire. Donc, il y a les groupes électrogènes, il y a l'électricité voltaïque, ainsi de suite. Mais ma question, c'est en ce qui concerne les green box et les hydro. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? OK, pour ma part, j'ai eu à travailler sur des projets similaires, à savoir le Green IT. Et je peux dire qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a certains concepts même que certaines même administratifs ne comprennent pas, ne connaissent pas. Donc, c'est des concepts nouveaux. Même tout à l'heure, vous avez parlé en fait de l'utilisation du soleil ou du vent, de ces énergies-là renouvelables et tout. Mais aujourd'hui, il faut des personnes qualifiées, des personnes qui sont capables de pouvoir déployer et comprendre ces choses-là. Et parfois, malheureusement, c'est ça qui fait défaut. Donc, pour l'instant, on a cette difficulté et on est trop focus sur l'énergie non renouvelable. Et c'est pourquoi on a ces délestages, c'est pourquoi Sénélec n'arrive pas à pouvoir couvrir l'ensemble du territoire et il y a toujours ces problèmes d'électricité.
Voilà. En tout cas, je pense que vous avez une idée derrière et on aimerait vraiment que vous puissiez le partager. Merci beaucoup, Monsieur Dacosta. Je pense que c'était ça la question, Monsieur Algor. Et je vais essayer de couper ce micro. Voilà, c'est bon. Nous avons vu une autre main levée, Monsieur Valdé. Monsieur Valdé, vous avez la parole. Oui, alors merci beaucoup encore à M. Dacosta pour les clarifications. Donc, je voudrais juste aborder dans le même sens que Al Gore et dans le même sens que Yaya. Je pense qu'il a soulevé quand même une question assez importante, la question des databases. Donc, que les données soient hébergées chez nous. Je pense qu'un des grands défis actuellement, c'est que en fait, ces bases de données consomment beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, en termes de, comme Al Gore l'a dit, hein, nous sommes très focus sur les énergies non renouvelables. Et on voit que par exemple, des pays comme la France, comme l'Allemagne, ils sont beaucoup plus dans les énergies vertes. Et bon, la contribution que moi je voudrais donner, c'est, voilà, je ne sais pas, Gérard a déjà travaillé dans ces projets-là, mais là, le problème qui se pose pour la plupart, c'est que ces projets-là ne sont pas les projets verts, je veux dire, ne sont pas tout le temps des projets très rentables d'un point de vue économique. Donc, c'est pourquoi je pense que ce débat-là doit aussi se poser en fait en Afrique, au Sénégal, pour que, voilà, qu'on ne suive pas juste l'influence externe, parce que si des pays comme la France privilégient beaucoup plus les énergies vertes, il est vrai qu'il y a les problèmes climatiques et tout, mais c'est parce que plus ils n'ont pas en fait ces ressources comme le pétrole et le gaz. Donc, nous, à notre niveau, on doit avoir aussi cette réflexion-là, pouvoir bien sûr intégrer ces énergies vertes-là, mais de pouvoir aussi utiliser, en tout cas, capacité maximale des ressources non renouvelables qu'on a au niveau de notre pays. Parce que c'est les ressources, en fait, qui sont beaucoup plus rentables d'un point de vue économique pour le moment. Donc, je pense qu'ils ont même opté pour le mix énergétique, donc ce qui n'est pas mal. Donc, on voit que les projets gaziers sont développés à côté, mais également l'État fait beaucoup d'efforts pour installer des centrales d'énergie solaire et voilà, développer les autres énergies vertes. Donc, c'est ce que je voulais juste rajouter. Il doit y avoir cette réflexion interne qui est propre au continent, qui est propre au Sénégal. Donc, ne pas juste subir d'influence externe sur ce point-là. Alors, c'est ce que je voulais ajouter, Massal. Je ne sais pas si vous avez, Gérard Dacosta ou Al Gore, des compléments en ce sens. Merci beaucoup, Président Baldé, pour cette question si pertinente. Je vois que M. Dacosta, il avait un tout petit peu de soucis de réseau. J'espère bien qu'il est avec nous à nouveau. Ah oui, il avait des soucis de réseau avec son réseau Wi-Fi. Monsieur Dacosta, si vous parlez, vous n'avez pas activé votre micro si vous êtes en train de parler. Non, je dis, excusez-moi, je disais par rapport si Albert, je peux compléter cette question-là, parce qu'il a une idée derrière. Et en passant, c'est mon mentor, c'est vraiment une personne qui me conseille sur beaucoup de choses. En fait, là, merci beaucoup, Gérard Dacosta. Je crois que j'apprends toujours de toi par rapport à tes pertinents webinaires. En fait, en ce qui concerne le Green Box, donc je crois que c'est vraiment important, même si on utilise l'électricité de la Sénélec ou bien
avec un groupe électrogène ou bien voltaïque. Et donc tout ça, je crois que l'important d'utiliser les green box, c'est en ce qui concerne la sécurité énergétique. Parce que ça permet de prévenir les surcharges électriques. Et tout à l'heure, ce qui a prêté mon attention, c'est lorsque tu as abordé le cas de Diamniadio, donc en ce qui concerne l'État. Donc, et parce que le green box, ça permet de prévenir les surcharges électriques et pannes grâce à des alertes en temps réel. Et pouvoir assurer aussi une meilleure continuité de service, surtout pour les entreprises sensibles. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai abordé ce point. Et en ce qui concerne aussi les rapports et conformités. Parce que générer des rapports pour le management ou les audits environnementaux, donc contribuer aussi aux objectifs de la RSE, donc en prouvant la réduction de l'entreprise en carbone. Donc, l'intégration aussi de l'énergie renouvelable, connecter et gérer l'apport de panneaux solaires, éoliennes ou autres sources vertes, optimiser l'utilisation de l'énergie produite sur place avant de recourir au réseau public. Donc, ça contribue aussi à la réduction des coûts, c'est-à-dire que ça permet de détecter les gaspillages, donc éclairage ou climatisation laissée allumée inutilement, permettre d'optimiser la facture d'électricité en réduisant la consommation de pointe. Et ça permet aussi de mesurer en temps réel la consommation d'électricité de chaque équipement. Que ce soit les serveurs, que ce soit les imprimantes, la climatisation, les machines industrielles. Donc, identifier aussi les appareils et les périodes de forte consommation. Donc, énergivores. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai abordé cette question, parce que je me suis dit que c'est important aussi que l'on puisse mettre ces green box là, surtout dans les grandes entreprises. Quand je parle de ça, je parle plutôt au niveau de l'État avec la souveraineté numérique. Parce que tout à l'heure, le point le plus important, c'est parce que ça aussi, même en Afrique, hein, quand on va au niveau du Bénin, la dernière mission que j'ai effectuée au Bénin, effectivement, la population n'a plus besoin de se déplacer. Donc, en ce qui concerne les extraits de naissance. Donc, il suffit juste d'aller sur la plateforme donc, pour pouvoir faire les extraits de naissance et de recevoir ça en temps réel. Donc, merci beaucoup pour ne pas trop tenir en longueur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Algor, pour cette intervention et aussi cette contribution aussi pertinente. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro. On va essayer juste de couper le micro. Ok, d'accord, c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur Ben Galoun, Algor, pour cette intervention si pertinente. Donc, nous allons redonner la parole à Monsieur Dacosta pour revenir là-dessus. Donc, Monsieur Dacosta, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'il a tout dit, hein, et nos deux interventions se complètent. Et aussi, il y a tout à l'heure, je pense, il y a Monsieur Baldé qui a complété, je pense, les trois se complètent. Parce que là, actuellement, ce dont on a besoin, c'est de nous tourner vers les énergies renouvelables, des énergies qui vont permettre vraiment de pouvoir ne pas être trop dépendant du gaz, pétrole, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de questions qu'on peut élucider grâce à cela. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette symbiose d'intervention que nous avons tout à l'heure pour nos deux dernières interventions, M. Algor et M. Baldé, complétées par M. Dacosta. Nous allons passer à la prochaine intervention, le prochain intervenant. Si vous avez la parole, veuillez juste, si vous avez en fait une question, veuillez juste lever la main. Et on vous accorde la parole. Le temps, voilà, je pense qu'on en... Et avant cela, nous allons juste poser une petite question parce que nous voyons actuellement beaucoup de hacking, comme récemment, il y a le ministère des Finances, si je ne me trompe pas, au Sénégal, qui a sorti un communiqué pour dire qu'ils avaient reçu une attaque de leur base de données. Il y avait des fuites en fait de données, de documents numériques. Donc pour cet accès, comment en fait on peut faire pour essayer d'épargner nos institutions parce que tout d'abord on n'a pas beaucoup trop digitalisé certaines fonctions et on reçoit des attaques. Est-ce qu'on peut minimiser ces attaques-là? Quand on parle de digitalisation aussi, on parle
parle des hacking. Bon, je pense que c'est comme ça on l'appelle entre guillemets. On parle des hackers et comment on peut faire pour réduire l'accès et pour ne pas faciliter trop parce que il y a certains domaines aussi si c'est un peu malveillant ça peut causer beaucoup de dégâts et ça peut être néfaste aussi par rapport à ce que nous voulons faire par rapport aux défis technologiques que nous allons mettre face au pays qui est le Sénégal. Donc quels sont les enjeux actuellement pour minimiser cela? Donc, vous avez posé une question très intéressante. Avec tous ces enjeux-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de processus aujourd'hui qu'on peut mettre en place. Mais moi, en fait, je ne vais même pas aller sur la partie technique, mais je vais seulement aller sur la partie sensibilisation humaine. Donc, la clé, c'est de sensibiliser l'être humain. C'est de le montrer, en fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les bonnes pratiques en ligne. Parce qu'en fait, sur la partie technique, les informaticiens sont assez étudiés. Et les informaticiens peuvent mettre en place des systèmes qui vont permettre de pouvoir défendre ces pertes de données ou autres. Mais l'enjeu nécessaire, c'est d'abord l'être humain. Et tout à l'heure, je l'ai dit, l'être humain doit être formé, accompagné et sensibilisé. Sans ça, tous ces process qu'on va mettre, l'être humain peut l'enlever. Il y a une photo parfois que je vois sur Internet et cette photo-là, parfois, ça fait rire et autres. Il y a beaucoup de personnes qui se sont assises autour d'une voiture, je pense c'est un L200. Et après, on a mis, par exemple, des types de logiciels et il y a une personne qui essaye d'ouvrir cette petite porte-là. Ça veut dire que s'il ouvre, tout le monde va tomber. Donc, cette personne-là n'a pas été sensibilisée. Aujourd'hui, s'il ouvre et que la voiture court, tout le monde va tomber, presque. Donc, il va gâter cette sorte de sécurité. Et donc, aujourd'hui, c'est vers ça, en fait, aujourd'hui, qu'il faut aller. Il faut vraiment sensibiliser, beaucoup parler aux citoyens, leur montrer les contours, les risques. Mais en matière de technologie, il y a des technologies qui sont là, il y a beaucoup de choses qui existent et qui permettent de pouvoir limiter les pertes de données. D'accord. Un grand merci pour cette belle réponse riche en informations. Nous allons faire le tour pour voir un autre intervenant ou bien une autre intervenante. Honneur aux femmes, si on a une personne, oui, on voit M. Diamanka. M. Diamanka Yaya, vous avez la parole. Voilà, donc moi j'aimerais un peu proposer des solutions à M. Zera parce que vous savez, moi à l'école j'ai pu mettre en place une plateforme comme Nextcloud, vraiment qui nous permet de s'échanger, de chatter, d'envoyer des mails. J'ai mis aussi en place un serveur comme Trunas qui nous permet donc de stocker nos données là, qui est comme notre data center, et en plus en utilisant un autre serveur comme Sambacat qui nous permettent vraiment d'avoir le contrôle de toutes les machines qui s'y connectent au niveau du réseau. Donc, pour mettre ces genres de solutions dans nos entreprises, pour vraiment avoir, comment dirais-je, détenir nos propres données en les sécurisant. Ouais, comme ces genres de solutions-là, au lieu d'utiliser les Google ou bien comme, comment dirais-je, les Google Drive, mais utiliser des logiciels open source. Merci. Utiliser des open source. Donc pour cela, je pense que M. Dacosta maîtrise plus ce domaine-là. Donc M. Dacosta, si vous avez une intervention et une réponse à apporter. Oui, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui proclament l'open source. Parce que c'est quoi l'open source? C'est vraiment un logiciel dont on peut modifier vraiment le code source et le personnaliser. Maintenant, il faut avoir vraiment des techniciens qualifiés qui pourront vraiment mettre en place ces solutions-là. Mais aussi, il ne faut pas se voiler la face. C'est un code qui est accessible à tout le monde. Ça veut dire, pourquoi je dis qu'il faut avoir des techniciens hautement qualifiés? Ça ne veut pas dire seulement prendre ce même code-là, le modifier, utiliser, etc. Mais il faut prendre ce code-là, le copier, et essayer de mettre un code encore meilleur qui peut même réagir sur autre chose et pouvoir déployer. Sinon, on risque d'être exposé à des attaques. Et parce qu'aujourd'hui, de la même façon que toi, tu as accès à ces données, à ces codes sources, c'est la même façon aussi que l'hacker aura accès à ces codes sources.
Donc voilà, c'est à utiliser, c'est l'avenir. Il y a même certains experts qui le disent, mais à prendre sous pincette parce que ce n'est pas une technologie que nous avons déployée, ce n'est pas une technologie que nous avons mis en place. Et donc, la souveraineté, il faudra qu'on se pose encore la question. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment qu'on puisse se tourner vers nos propres algorithmes, vers nos propres frameworks, vers nos propres open source, etc. Voilà. Effectivement, M. Zara, je pense que c'est une très bonne chose. Et pour cela, il faudra vraiment que l'État puisse investir sur ce domaine-là, pour que les jeunes puissent être formés, qu'ils deviennent des techniciens, et pour mettre en place ces genres de solutions-là. Parce que je pense que c'est top, quoi. Quand vous le dites en termes de sécurité, vous pourrez vraiment changer ce code-là en rendant ce code-là plus robuste pour que les hackers ne puissent pas accéder dans votre réseau. Et pour que les autre chose concernant l'IA, moi je pense qu'ici en Afrique, surtout au Sénégal, on ne fait pas de l'IA. Parce que si vous demandez à ChatGPT vraiment comment on cultive les terres de Casamance, il ne va pas vous le dire correctement ou l'IA ne va pas vous donner des réponses correctes parce que ça a été conçu dans d'autres pays avec leur propre réalité. Donc il faudra aussi penser à créer nos propres IA pour qu'on puisse vraiment les utiliser pour qu'ils puissent nous donner des solutions dans notre activité quotidienne. Pour que l'IA puisse nous donner des résultats sur nos activités quotidiennes, une si belle intervention, M. Diamanka, tout dans le siège aussi d'être utile aussi, de donner des perspectives et aussi des solutions pour notre Sénégal. Si jamais on peut passer pour le prochain intervenant, nous sommes actuellement un instant à 23h30. D'accord. On peut passer au prochain intervenant. Si vous avez des questions, veuillez juste vous lever la main et par la suite, nous vous donnerons la parole. Entre-temps, nous allons aussi poser une autre question à M. Dacosta pour savoir est-ce que notre Central Park, si je ne me trompe pas, ça s'appelait comme ça qu'on avait au niveau de Diamniadio, est-ce que ça peut être prêt pour stocker toutes nos données, que ce soit les données que nous avons dans l'agriculture, les données dans la santé, les données dans l'éducation, pour créer en quelque sorte l'identité numérique que les Européens ont actuellement, pour faciliter la digitalisation et aussi pour un tout petit peu simplifier les démarches administratives. Est-ce que ce que nous avons, ce Central Park-là, est assez suffisant pour quand même stocker toutes les données que nous avons, ou bien s'il y a d'autres perspectives en vue actuellement pour stocker, parce que le New Deal technologie aussi s'inscrit dans ce sens-là pour digitaliser le maximum possible. Est-ce que nous avons, ou bien il faut élargir aussi, quelles sont les solutions que nous pouvons avoir pour le stockage? Tout à l'heure, il y avait un intervenant qui l'avait souligné, pour essayer de stocker nos informations sur nos sols. Merci beaucoup. Donc, déjà, la première question, le fait que tu saches où se trouve notre data center, c'est déjà, ce n'est pas de la sécurité. Un data center, normalement, la population ne doit même pas savoir où ça se trouve. Ça doit être confidentiel. Parce que dès que toi, tu as accès à l'information, c'est comme ça que d'autres personnes ont accès à l'information. Et maintenant, on parle de guerre hybride. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une guerre a éclaté avec un autre pays, ils peuvent envoyer des drones et viser nos installations critiques. Et ces installations critiques-là, c'est aussi les data centers, nos centres de données. Et ça veut dire que les centres de données ne doivent pas être connus du grand public. Ça, c'est déjà un premier fait. Et maintenant, si on revient à ce centre de données-là que le Sénégal avait inauguré sur l'ère du président Macky Sall, ce centre de données ne fonctionne pas. La centre de données n'est même pas encore certifié Tier 3. Et aujourd'hui, même Tier 3 est dépassé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on avait un État qui s'empressait d'inaugurer, de mettre en place certaines choses, de communiquer, alors que derrière, il n'y a rien du tout. Et je pense même qu'il y a un scandale autour de ce Central Park qui montre que vraiment, rien n'a été fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà cette question de bonne gouvernance.
Et si on quitte sur cette question de bonne gouvernance, sur la partie technologie, quelles sont les technologies qui ont été utilisées? Qui étaient les personnes en charge? Moi, je n'ai rien contre les Chinois, je les aime. Mais aujourd'hui, il ne faut pas aussi qu'on les donne toute la mainmise. Aujourd'hui, on doit nous rappeler du siège de l'Union africaine. Quand les Chinois l'ont mis en place, ils ont mis en place des capteurs, des trucs espions qui permettaient de pouvoir espionner les présidents. Donc aujourd'hui, prendre encore ces mêmes Chinois-là et leur donner la gestion de ton data center, c'est se poser des questions. Donc, il faut les contrôler. Rien n'empêche d'utiliser leur technologie, mais il faut un Sénégalais hautement qualifié pour les superviser, pour savoir qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on ne doit pas avoir un seul centre de données. On doit avoir des réplications à travers tout le pays. Et aujourd'hui, pour l'avoir aussi, il faut de l'électricité. Parce que ces centres de données-là sont gourmands en électricité. Maintenant, comment gérer cela aussi? Il y a un autre maillon à mettre en place. Donc, vous avez vu, donc il y a tellement d'interconnexions entre l'électricité, les centrales de données, et ainsi de suite, qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a tellement de questions à se poser. Maintenant, l'idée vraiment, c'est d'abord que l'État puisse comprendre les enjeux, que les acteurs puissent comprendre les enjeux et que tout le monde s'unisse pour pouvoir régler ces questions-là. Sinon, c'est des questions qui sont très difficiles à régler. Sinon, ce sont des questions très difficiles à régler. Merci infiniment parce que ça satisfait infiniment mes interrogations par rapport à les stockages, par rapport à nos perspectives que nous allons aborder après prochainement. Nous avons vu une autre main levée. Monsieur Baldé, vous avez la parole. Oui, Massal, merci encore. C'est juste pour rebondir par rapport à ta question de tout à l'heure. Donc, en répondant, M. Dacosta a mentionné le fait qu'on aura besoin de Sénégalais hautement qualifiés pour pouvoir mettre en place tout ce dispositif-là qui nous permettra à la fin d'avoir une souveraineté sur nos données. Donc, c'est dans cette perspective-là que je voudrais demander, en fait, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Est-ce qu'on a vraiment des centres de formation qui permettent aujourd'hui au Sénégal de nous donner ce capital humain? Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau diaspora, vous pensez qu'il y a assez de Sénégalais qualifiés pour pouvoir rentrer au pays et pouvoir en fait aider sur cette question-là? Est-ce qu'il y a vraiment des avancées sur ce domaine-là? Parce que j'ai fait l'école, j'ai fait l'université au Sénégal, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui font informatique, mais c'est pour la plupart des troncs communs et qui ne sont pas peut-être des programmes hautement spécialisés sur peut-être des aspects sécuritaires et stratégiques. Hautement sécuritaire. Donc, nous allons voir quelle sera la réaction de M. Dacosta pour cette intervention complémentaire, on peut dire, pour cette question. M. Dacosta, s'il est avec nous, ou bien on va rebondir sur une autre personne. Je suis là. Allô? Oui, allez-y, on vous reçoit 5 sur 5. Il a posé une question très intéressante. Aujourd'hui, nous avons vu la prolifération des écoles de formation. Chacun se lève, crée sa propre école de formation. Maintenant, aujourd'hui, comment l'État peut pouvoir s'assurer que ces écoles de formation donnent une bonne formation? Donc, il y a le service qualité qui est géré par l'ANAQ-Sup. Donc, c'est service qualité qui est géré par l'ANAQ-Sup. Parfois, est-ce qu'ils ont toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vérifier toutes les écoles? Parce que parfois, moi, je pense que leur moyen de vérification reste. Parce que c'est une école qui ouvre et c'est l'école même qui fait la demande que ANAQ-Sup puisse venir pour pouvoir vérifier et leur... C'est-à-dire que s'ils ne font pas la demande, ils peuvent former pendant des années. Après, les étudiants payent une seule fois, ils encaissent l'argent et ils disparaissent. Donc aujourd'hui, tout cela doit être revu. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, par rapport à ces formations-là, aujourd'hui, on doit avoir
l'État qui doit vérifier et protéger les étudiants, protéger ces personnes-là qui font confiance à certaines écoles. Aujourd'hui, on voit que certains jeunes même terminent la formation et après n'ont pas de diplôme reconnu. Même au-delà de cela, la qualité de la formation. Donc, le New Deal Technologie doit corriger ce problème-là. On doit donner aux organes de contrôle les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent aller vérifier d'eux-mêmes les écoles. Par exemple, ils vont lister les écoles qui sont reconnues et les écoles qui ne sont pas non reconnues, ils peuvent débarquer à tout moment, avoir des prérogatives pour débarquer à tout moment et vérifier et demander le service qualité. Donc, en gros, c'est ça, mais il faut beaucoup de formation. Et aussi, il faut avoir des bourses d'études qu'on donne à des étudiants avec des clauses de confidentialité où après que tu es formé, tu dois revenir au pays et tu dois aider le pays. Mais on doit aussi créer des cadres qui vont permettre à cette personne-là de revenir et de travailler tout en gagnant bien sa vie. Donc, tout ça aussi, c'est des cadres à mettre en place. Mais en tout cas, c'est des questions très complexes, très difficiles à répondre. Mais il faut vraiment l'État et beaucoup de personnes pour pouvoir gérer cela. Beaucoup de personnes pour pouvoir gérer cela. Merci beaucoup pour votre générosité intellectuelle. Nous avons deux mains levées, Madame Sow et Monsieur Baldé. On va faire honneur aux femmes maintenant. J'espère que Baldé nous pardonnera cela. Madame Sow Bigué, vous... oui, bien sûr, Massal, honneur aux femmes. Ah ben voilà, exactement. Vous me recevez bien, j'espère. Madame Sow Bigué, vous avez la parole alors. Et merci Massal, merci Moussa pour cet honneur. Alors je remercie le panéliste pour cette thématique qui est très 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 intéressant et voilà très également avec une analyse aussi pertinente. Donc, moi, je voudrais juste apporter une petite contribution, notamment par rapport à cette thématique et toucher un peu l'aspect électrique. Voilà, vu que je suis actuellement en train de travailler sur ce domaine-là, je suis ingénieur junior en électromécanique. J'ai fait la Sénélec et je suis en train de travailler sur un projet d'extension d'électrification rurale. Mais par rapport à ce thème, qui porte sur la souveraineté numérique, qui porte sur la cybersécurité et tout ce qui est lié à l'aspect électrique, je pense que c'est dans le fond, dans la conception, dans le volet technique, parce qu'il y a des technologies qui sont propres à ce secteur-là, à la cybersécurité et tout ça, notamment des technologies liées à l'électricité, parce qu'il y a des possibilités d'utiliser des dispositifs tels que les UPS, les alimentations sans interruption, pour pouvoir alimenter en continu tout simplement les systèmes informatiques, nonobstant l'absence d'électricité. Donc, cela veut dire que, justement, il y a, dans ce secteur-là qui est l'informatique, l'État couronne tout simplement, doit pouvoir couronner cette vision avec son New Deal technologique, mettre en place des stratégies conséquentes et déployer les moyens nécessaires pour pouvoir satisfaire de manière dans la totalité, dans la mesure du possible, à toutes les exigences nécessaires pour pouvoir atteindre tout simplement ces objectifs-là, phares qu'il a fixés à travers le New Deal technologique. Et donc, je pense que tout ça relève d'une volonté de l'État, parce que le Sénégal a beau avoir déployé, a beau avoir des techniciens, des ingénieurs, des personnes calées, mais s'il n'y a pas tout simplement les catalyseurs, s'il n'y a pas tout simplement cette volonté-là politique, parce qu'on ne peut pas se passer des politiciens, on ne peut pas se passer tout simplement de nos leaders, parce que c'est eux qui coiffent, c'est eux qui couronnent, c'est eux qui donnent les axes, qui donne les prérogatives, les mesures, les dispositions nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et donc, si toutefois l'État, avec son programme de New Deal technologique, met en place les mesures nécessaires, déploie les stratégies nécessaires pour pouvoir satisfaire ces objectifs, je pense qu'il y a assez de stratégies, de techniques pour pouvoir tout simplement être en mesure d'avoir la souveraineté dans le domaine de la cybersécurité,
avec toutes les technologies qu'il faut, parce que si on parle d'électricité, il y a possibilité de mettre en place réellement des technologies qui répondraient à cette exigence indépendamment de ce qui est en train de faire la Sénélec. Donc, je pense que c'est ça que je voulais juste dire concernant cette thématique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honneur aux femmes quand même. Merci beaucoup pour cette brillante intervention qui met en lumière aussi toutes les interrogations par rapport au défi de l'électricité, et ainsi de suite. Je pense que M. Gérard peut ajouter sa contribution ou bien amener également une contribution par rapport à cela. Donc, M. Gérard, vous avez la parole. Non, pour ma part, je pense une fois que la spécialiste du domaine a parlé, ce qu'on peut dire, c'est voilà quoi. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Malgré la volonté des techniciens ou des personnes qui ont la connaissance nécessaire, si aujourd'hui les personnes qui dirigent ne suivent pas là-dedans, ça va être compliqué. Donc, aucune initiative qu'on fera ne va être validée parce qu'aujourd'hui, une personne ne peut pas se lever et faire ce que l'État devrait faire si l'État ne le soutient pas. Donc aujourd'hui, je pense que ces panels-là, c'est très bien de les rediffuser, de permettre qu'ils puissent toucher le maximum de personnes et toucher la bonne personne aussi pour qu'ils puissent vraiment connaître les enjeux qu'il faut et comment vraiment il faut les faire. Sinon, avec une volonté de faire tout ce qu'on veut faire, si l'État ne suit pas, ça va être compliqué. Voilà. Mais sinon, il y a de très bonnes personnes, très compétentes. La preuve, Mme Sow, elle est ingénieure de conception, etc. Donc, aujourd'hui, si on lui donne les moyens qu'il faut, elle pourra vraiment gérer notre déficit en électricité. Voilà, merci. Pour gérer les déficits de l'électricité, merci infiniment. C'est très motivant et encourageant. Et merci beaucoup, Madame Stroh, pour cette générosité intellectuelle. Nous allons repasser aux hommes. Donc, M. Baldé, on vous redonne la parole. Oui, alors d'abord, bravo à Mme Sow pour cette très belle et pertinente intervention. Donc, je voulais juste rebondir sur l'aspect capital humain. Je pense qu'ils l'ont quand même assez bien résumé, que ce soit Mme Sow ou Gérard, qu'au final, voilà, c'est qu'une question de volonté, la volonté de l'État. Et je pense qu'au-delà même de l'aspect école et tout ça, il ne s'agit pas de réinventer la roue, parce qu'on sait que voilà, peut-être des pays comme beaucoup de pays asiatiques comme la Chine se sont développés en s'appropriant en fait des technologies des autres, en exigeant en fait de la part de ces compagnies nationales ou internationales qui viennent capter des marchés au Sénégal, de pouvoir rester là-bas, de pouvoir faire un transfert effectif de technologie, de pouvoir former également les jeunes qui sont en place. Donc, je pense que c'est deux aspects complémentaires. Donc, il y a l'aspect formation théorique, mais je pense que l'État aussi gagnerait plus à avoir ces types de partenariats où la compagnie serait obligée de déployer sa technologie sur place et obligée de faire un transfert de technologie effectif afin que, voilà, comme de grands ingénieurs comme Mme Son puissent après prendre leur... C'est ce que je voulais ajouter. Mais merci, très belle intervention encore une fois. Un très grand merci à M. Baldé pour cette je ne peux pas dire présentation, mais cette intervention quand même très pertinente et très intéressante. Nous allons donner la parole à M. Dacosta pour sa contribution par rapport à votre contribution, la répétition. Non, pour ma part, je pense qu'il a tout résumé hein, et il nous a complété. Donc le capital humain, c'est important, hein, très important, mais toujours comme je le dis, l'État sera toujours au cœur. Et aussi fort que la volonté, qu'on aura la volonté d'agir ou autre, si l'État ne suit pas, rien ne pourra se faire. Et donc vraiment, s'il y a des décideurs, il y a des personnes qui sont capables de parler à ces hautes institutions,
vraiment, dites-leur que l'Afrique a énormément de talent, de compétences. La preuve, Canada, quand ils ont besoin de beaucoup de profils, ils sont venus en Afrique, ils ont pris, ils ont donné des nationalités, ils ont amené beaucoup de fils africains compétents qui sont maintenant là-bas et qui vivent comme des citoyens permanents et qui ne peuvent pas rentrer sur une durée de 10 ans, voire 20 ans. Donc, vous avez vu. Donc, si aujourd'hui on n'avait pas cette compétence, ils ne vont pas nous prendre. Ils vont aller dans les autres. Mais ils sont venus en Afrique, ils ont pris les jeunes. Et on est en train de jouer avec ce phénomène-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fuite massive des cerveaux. Parce qu'aujourd'hui, ils vont vous donner tout ce qu'il faut. Vous allez vivre normalement comme il faut. Mais aujourd'hui, si vous galérez ici au Sénégal et qu'on vous propose d'aller au Canada et de vivre comme un roi, tout en travaillant, vous allez partir parce que l'Afrique n'a pas confiance en vous. Et un jour, quand l'Afrique aura besoin de vous, il sera trop tard. Et leurs pays vont continuer à développer parce que ces fils africains-là vont continuer à aider ces personnes-là dans des questions bien spécifiques, à les aider à développer. Et nous, en Afrique, on continue avec nos questions d'ego, nos tiraillements gauche-droite, qui dirige quoi, qui va faire quoi, au lieu de s'unir et aller de l'avant pour pouvoir réaliser tous nos projets digitaux. Pour réaliser tous nos projets digitaux, merci beaucoup à nouveau, Monsieur Dacosta. Ça motive et ça montre également une générosité intellectuelle quand même immense. Merci beaucoup pour cela. Nous avons vu également une main levée, Monsieur Yaya. Je pense que vous êtes spécialiste du domaine. Vous avez la parole. Donc voilà, c'est juste pour vous appuyer, hein, parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est une très bonne chose, parce que ces genres de panels-là sont essentiels, surtout pour nous les jeunes, parce que ça nous permet d'être motivés, vraiment de croire en nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc c'est à vous maintenant que des gens qui sont conscients de savoir comment impacter leurs amis, leurs camarades, donc leurs frères, leurs sœurs, parce que c'est essentiel, quoi. Lorsque vous nous dites que nous pouvons le faire, et donc je pense qu'on restera dans cette lancée-là, de vraiment chaque jour, de jour en jour, acquérir de la connaissance pour pouvoir, même avant que l'État vienne nous aider, de proposer à l'État ou bien aux entreprises des solutions. Je pense que c'est une très bonne chose d'organiser ces panels-là de temps en temps. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup pour cette motivation, merci beaucoup pour cet encouragement. Oui, nous avons vu une main levée et ces panels sont récurrents au sein de l'organisation. Pour chaque semaine, chaque samedi, nous organisons aussi des thématiques beaucoup différents. Beaucoup, en fait, je veux dire que ouais. Il y a deux mains quand même qui sont levées. Ok, nous allons revenir là-dessus. Donc, nous allons juste donner la parole à Monsieur Al Gore Benjeloun. Oui, merci beaucoup encore pour cette parole donnée. En fait, là où je veux rebondir, c'est par rapport à la vision. Peut-être que le management ou bien que les chefs d'entreprise ont sur le volet IT. Je crois qu'il faudra qu'on change cette facette, en fait, parce que c'est très important. Parce que la plupart, ils prennent les informaticiens comme des supports. Alors que le domaine IT, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus une question de support, mais c'est plutôt une question de management. Donc là aussi, je crois que c'est une vision que nous devons changer en tant qu'IT pour pouvoir donner une valeur ajoutée donc, au niveau de nos institutions. Parce que c'est très, 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 très important et voire même capital. Parce que quand quelqu'un a fait vraiment des études de haut niveau et venir dans une entreprise ou bien venir au niveau de l'État et qu'on pense que vraiment le domaine IT, c'est juste une question de support, là aussi, c'est de ne pas connaître ce que ça veut dire le monde IT. Parce qu'aujourd'hui, le monde ne peut pas bouger sans autant parler de l'IT. Ce n'est pas possible. Donc, c'est à nous de pouvoir changer ça au sein de nos institutions. Donc, c'était juste le volet que je voudrais vraiment ajouter, que l'on puisse changer vraiment cette face. Merci.
que l'on puisse changer cette face. Merci beaucoup pour cette pertinente intervention. Nous allons passer à la prochaine personne, le prochain intervenant. Nous voyons monsieur, un instant, oui, il y avait monsieur Dacosta qui était, oui, il est là encore avec nous. Nous allons faire le tour. S'il y a une question, une intervention, vous pouvez juste lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Encore une main levée. On va faire le tour pour un dernier intervenant. Bien, sinon, nous allons redonner la parole à monsieur Dacosta pour faire la synthèse et aussi pour le mot de la fin. D'accord, je pense qu'on est tout bon. On a pu puiser beaucoup de savoir aujourd'hui. C'était une éruption de savoir et de connaissances. Merci infiniment pour cela. Nous allons redonner la parole à M. Dacosta pour qu'il puisse nous faire toute une synthèse de la thématique que nous étions en train d'aborder. M. Dacosta, vous avez la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ok, donc désolé, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai un problème de connexion, mais j'ai tenu vraiment à honorer ma présence. Donc, si je dois faire la synthèse, c'est que d'abord, on a vu c'est quoi la souveraineté numérique, puis c'est quoi la souveraineté numérique réfléchie, quelles sont les choses qui vont avec. On a aussi vu c'est quoi la cybersécurité, pourquoi la cybersécurité, pourquoi c'est important. Et il y a eu un débat ouvert où les gens ont posé des questions très essentielles qui ont permis vraiment de pouvoir répondre à pas mal de choses. Et même moi, j'ai appris, comme d'habitude, parce qu'en fait, sur la partie électricité, sur certaines questions, et ainsi de suite, et ça va me permettre de mieux appréhender la chose et de mieux axer mon intervention. Et on est tous d'accord que actuellement, on n'est pas encore prêt à parler de la vraie souveraineté numérique. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut régler d'abord ces choses-là avant de parler de souveraineté numérique, cybersécurité, etc. Voilà. Mais on est en très bon chemin parce que le Sénégal a mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre ce but-là à travers le New Deal technologie. Je remercie l'ensemble des participants, des organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer et de pouvoir donner mon point de vue sur ces questions-là. Merci infiniment pour cet honneur. Tout l'honneur nous revient pour ce partage, cette générosité intellectuelle. Ce fut vraiment un rendez-vous très enrichissant. Et nous allons donner la parole au président du pôle technologie et sciences, M. Baldé, pour quand même donner le mot de la fin. Et nous allons remercier l'invité qui est M. Dacosta et l'assistance. Oui, alors, merci beaucoup à M. Dacosta pour voilà, la disponibilité et de nous avoir vraiment gratifié de ce panel de haut niveau. Donc, ça a été des discussions assez intéressantes et je pense que des idées directrices voilà, sont ressorties de ce panel.